Donc, chers téléspectateurs, c'était la prière ou l'appel à la prière du Maghreb au coucher du soleil, selon l'heure locale du quart de retour. Donc, un autre sujet qu'on a aujourd'hui, c'est la visite du président angolais, M. João Lourenço, aussi en Égypte. Bien sûr, il y avait une longue histoire. Il y avait deux bonnes relations très approfondies entre l'Égypte et l'Angola. Comment c'est ce qu'on va savoir à travers le reportage suivant. Après ça, c'est encore une fois notre rencontre à travers la ligne avec notre ambassadeur, M. Medhat Miligi. Les relations entre les deux pays sont en constante évolution puisqu'ils ont des intérêts communs et des positions similaires sur plusieurs questions internationales. L'Égypte, en tant que puissance régionale en Afrique du Nord, et l'Angola, riche en ressources naturelles et en pleine croissance économique, partagent un intérêt commun pour le renforcement de leurs liens stratégiques. Sur le plan politique, les deux pays entretiennent des relations diplomatiques solides, marquées par des échanges réguliers, de visites officielles et de consultations multilatérales au sein de l'Union africaine et d'autres forums internationaux. Le soutien mutuel sur les questions régionales telles que la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix en Afrique est un pilier de cette coopération. Économiquement, l'Égypte cherche à accroître ses investissements en Angola, notamment dans les secteurs de la construction, de l'énergie, de l'agriculture et des télécommunications. Des entreprises égyptiennes commencent à s'implanter en Angola, profitant des opportunités offertes par le marché angolais. L'Égypte travaille en étroite collaboration avec le gouvernement angolais pour augmenter le nombre d'entreprises égyptiennes en Angola dans le domaine des infrastructures. Les relations entre l'Égypte et l'Angola sont une trajectoire ascendante, reposant sur une volonté commune de renforcer la coopération sud-sud et de contribuer au développement du continent africain. Rappelons que le président Abdel Fattah el-Sisi avait effectué une visite d'État en Angola en juin 2023, visant à renforcer les relations bilatérales. Donc, monsieur l'ambassadeur, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, l'ambassadeur Medhat Miligi, à la lumière de ces relations très excellentes entre les deux côtés, on trouve que dans la déclaration finale proposée par les deux présidents, ils ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'escalade de la crise humanitaire dans la bande de Gaza et ont réitéré la nécessité d'atteindre un cessez-le-feu immédiatement, ou plutôt un cessez-le-feu permanent, assurer un accès humanitaire sans entrave au peuple palestinien et leur soutien au plan arabo-islamique de redressement et de la reconstruction de la bande de Gaza. Le président Lourenço a salué le rôle constructif et la vision stratégique de l'Égypte dans les efforts de reconstruction de Gaza, les efforts de médiation pour parvenir à une paix et à une sécurité durable conformément aux résolutions des Nations Unies et à la solution à deux États. Monsieur l'ambassadeur, donc comment vous avez déchiffré les messages que porte cette déclaration? Comment vous appréciez ce soutien apporté par l'Union africaine au monde arabe face aux agressions israélo-américaines, si je peux dire? Alors moi je trouve que ça c'est encore une victoire égyptienne arabe. En ce qui concerne le plan de la reconstruction de Gaza, avoir ce point de vue identique sur la question de la reconstruction de Gaza sans devoir expulser le peuple palestinien, que cela soit soutenu par le président en exercice de l'Union africaine, cela veut dire que les pays africains en leur totalité acceptent et encouragent et même soutiennent le plan égyptien maintenant devenu plan arabe de la reconstruction de Gaza. Ce qu'on avait dit au début, que l'Égypte va formuler un point, disons, un soutien mondial à son plan, et ce qu'on avait dit au début lors des déclarations du chef de l'État, ensuite suivi par le ministre des Affaires étrangères, à plusieurs missions diplomatiques et plusieurs visites reçues ou lancées pour convaincre les pays du monde avec le plan égyptien et du coup
essayer de mettre plus de pression sur l'État israélien, notamment le gouvernement d'extrême droite et d'un côté, et l'administration américaine d'autre côté. Ouais. Et cela va sûrement pousser, et déjà on voit des changements de position un peu européenne de la part d'Israël. Cela n'est pas exactement levé au point où on le désire, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu parler, de point de vue européen, des sanctions sur Israël ou par exemple, de retrait d'ambassadeurs ou quoi d'autre, étapes claires et fortes et concrètes contre l'État israélien pour cette pression injustifiée contre le peuple palestinien. Mais cela ne veut pas dire que la position européenne est exactement le même, celle du 7 octobre l'année avant-dernière. Non, c'est une position qui est un peu différente. On a entendu même le président français Emmanuel Macron prononcer ici, en Égypte aussi, qu'il y a l'intention de reconnaître l'État palestinien en juin prochain. Alors, il y avait plusieurs questions qui ont été discutées par les deux côtés. Par exemple, la question de la sécurité de l'eau, de la coopération entre les fleuves internationaux, en particulier à la lumière de la rareté de l'eau. Les deux présidents ont souligné la nécessité de gérer les ressources en eau transfrontalières conformément au droit international et d'une manière globale qui permet d'obtenir des avantages communs. Ils ont appelé à respecter le principe de ne pas nuire aux autres. Les deux présidents ont souligné la nécessité de s'abstenir de toute mesure unilatérale qui provoque des conflits entre les pays riverains. Comment vous avez trouvé, si je peux dire, ce soutien apporté par l'Angola vis-à-vis de la position égyptienne juste dans le dossier de l'eau de Nil? Alors moi je trouve une langue diplomatique bien formulée. Je trouve que c'est clair que l'Égypte se base sur le droit international quand il s'agit de rivières qui transportent plusieurs pays en même temps, que les pays riverains tous ont le droit à utiliser cette eau d'une manière juste et égale, et tout cela est compris dans le droit international, et que lorsque l'Égypte parle le droit international, les autres pays ne peuvent trouver aucune autre solution que d'accepter, parce que ce n'est pas seulement ou uniquement le désir égyptien de priver les autres pays riverains de s'investir sur le Nil, mais plutôt de ne pas causer des dangers pour les autres pays riverains, et c'est le droit international en sa globalité. Alors, encore une fois... il y a bien sûr cette conscience, cette compréhension très approfondie de la part de l'Égypte en ce qui concerne le fait que le manque de développement en Afrique, dans les États de l'Est de l'Afrique ou les États sahélo-sahariens, ça fait de mauvaises répercussions sur la stabilité et le développement en Égypte, parce que on trouve qu'il y a de plus en plus des vagues de vagues de terrorisme, des vagues d'immigration clandestine qui vont envoyer par conséquent l'Égypte, n'est-ce pas? Non, pas à ce point, parce que l'Égypte quand même exerce un contrôle très fort sur ses frontières, de ne pas permettre Je sais ça de point de vue sécuritaire, mais je parle que le développement, c'est un instrument... Du point de vue économique, l'Égypte est toujours à plusieurs ressources à trouver son travail. Et que même avec la situation actuelle, je pense que si on parle de l'eau du Nil, il y a beaucoup d'autres contraintes qu'on a déjà vues. L'Éthiopie n'a pas jusqu'à maintenant pu faire fonctionner toutes les turbines de son barrage pour des raisons claires, parce que les pays qui devraient acheter l'électricité, par exemple, ne sont plus là sur le marché, et que la position du barrage et sur la frontière sudanaise ne permet pas de même utiliser intérieurement cette électricité,
Et il y a beaucoup d'autres points techniques qu'il n'est pas le moment d'en parler, mais je veux dire que jusqu'à maintenant, à ce point-là, l'Égypte n'est pas sévèrement touchée. Mais la question d'avoir des déclarations et des positions unilatérales, c'est ce qui ne doit pas être accepté par l'Égypte ou tous les pays qui respectent le droit international. Le droit international est totalement clair qu'aucun danger ne doit être posé sur les pays à l'amont ou à l'avant. Alors, l'Égypte parle de ce point de vue. On ne peut pas accepter qu'il y a des étapes et des phases unilatérales malgré des accords signés entre les deux pays. Et d'ici vient la position égyptienne, mais toujours en se plie au droit international. À la lumière, bien sûr, à la lumière du droit international, à la lumière du rejet de tout acte unilatéral qui fait nuire aux autres. On trouve que les deux présidents ont passé en revue la question soudanaise et ont rejeté le fait de reconnaître tout gouvernement parallèle au Soudan. Avec plus de précision, on trouve que les deux dirigeants ont exprimé leur grave préoccupation face au conflit en cours au Soudan et à ses conséquences humanitaires. Ils ont appelé à la cessation immédiate des hostilités, à la reprise d'un dialogue national global qui préservait l'unité, la souveraineté du Soudan et atténuerait la souffrance de son peuple. Les deux leaders ont d'eux-mêmes exprimé leur soutien aux initiatives régionales et internationales visant à trouver une solution pacifique à la crise. Ils ont souligné l'importance du rôle de l'Union africaine dans les efforts de résolution des conflits et de médiation. Et ils ont également, encore une fois, exprimé leur rejet de toute tentative visant à former un gouvernement parallèle au Soudan. Votre remarque, monsieur l'ambassadeur? Alors, c'est très important. Si vous vous souvenez, lors de la présidence égyptienne, un des slogans qui ont été toujours utilisés par l'Égypte à ce moment-là, c'est des solutions africaines aux problèmes africains. Et d'ici est venu aussi le même principe en ce qui concerne le Soudan, c'est que le Soudan doit être réglé d'une manière interne et avec la participation du peuple soudanais sans d'autres interventions internationales. S'il y a une idée d'avoir un gouvernement parallèle ou à l'extérieur, cela sera sûrement soutenu par un gouvernement étranger, ce qui contradit exactement la politique d'Égypte dans ce domaine. On a parlé de la même chose en ce qui concerne la Libye aussi, si vous vous souvenez que seuls les Libyens ont le droit à trouver des solutions à leurs problèmes internes. C'est pour ça que l'Égypte est toujours, à tous les pays africains et même autres, et même avec la Somalie, par exemple, les deux présidents ont réaffirmé leur soutien à l'unité, à la stabilité, à la sécurité de la Somalie et ont condamné l'escalade des activités terroristes, y compris la tentative d'assassinat brutal dont a été récemment victime le président somalien. Exactement. Alors l'Égypte toujours essaye d'appliquer cette question, c'est que on ne veut pas intervenir dans les affaires internes des pays, mais en même temps, on veut que les autres pays aussi adoptent la même politique et de ne pas intervenir dans les affaires internes des pays pour qu'on puisse essayer de médier entre les parties en dispute dans le même pays. C'est la politique d'Égypte et c'est pour ça que tout le monde a confiance quand l'Égypte en parle. C'est pour ça que la visite du président angolais, pas seulement pour les relations bilatérales, d'ailleurs on a signé plusieurs mémorandums d'entente sur les relations bilatérales dans plusieurs domaines économiques, mais en même temps on parle des affaires internationales. L'Égypte est un coin très important de la politique africaine, de la non-interférence et de la non-ingérence. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour tous ces éclaircissements très approfondis. Merci encore une fois. Très rapidement, chers téléspectateurs, maintenant je dois vous proposer un autre reportage pour clôturer cette édition. C'est les prévisions de croissance qui reflètent l'efficacité des réformes économiques effectuées par l'Égypte. Comment? C'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes.
La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale et gouverneur de l'Égypte auprès de la Banque mondiale, Dr Ryan Mashat, a déclaré que les prévisions de croissance économique positive pour l'exercice en cours et le suivant, émises par les deux principales institutions financières mondiales, le FMI et la Banque mondiale, reflètent l'efficacité des politiques de réforme économique adoptées par l'État. Cette déclaration intervient en réaction au rapport récemment publié par le groupe de la Banque mondiale qui prévoit une augmentation du taux de croissance économique à 3,8% pour l'exercice financier en cours et à 4,2% pour l'exercice suivant. De son côté, le FMI anticipe également une croissance de 3,8% pour l'exercice en cours et de 4,3% pour l'exercice prochain. La ministre a précisé que ces prévisions traduisent les résultats concrets des réformes structurelles engagées par l'État, axées sur l'amélioration du climat d'investissement, le soutien au secteur privé et le renforcement de la résilience de l'économie face au choc. Elle a souligné que le gouvernement œuvre à instaurer une croissance économique inclusive et durable, créatrice d'emplois réels et améliorant le niveau de vie, ce qui nécessite la poursuite et l'élargissement du processus de réforme. Dr El Machot a également insisté sur la volonté de l'État d'opérer une transformation stratégique vers une croissance économique fondée sur les secteurs échangeables et orientée vers l'exportation, en stimulant les investissements, en localisant l'industrie et en simplifiant les procédures d'investissement et des dédouanements. Dans son rapport, la Banque mondiale prévoit que la croissance du PIB atteindra 3,8% au cours de l'exercice 2025, puis 4,2% en 2026, soutenue principalement par la consommation privée, la baisse de l'inflation et une amélioration relative de la confiance des investisseurs. Par ailleurs, le ministère de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale avait précédemment annoncé les résultats de la performance économique au deuxième trimestre de l'exercice financier 2024-2025 dans ses rapports périodiques sur l'économie égyptienne. Le PIB a enregistré un taux de croissance de 4,3% contre 2,3% au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette performance est attribuée à l'adoption par le gouvernement égyptien de politiques claires pour asseoir la stabilité macroéconomique et rationaliser les dépenses d'investissement.